Les funérailles de mon père virent au drame quand ma belle-mère m'accuse de ne pas être sa fille. Mais papa avait tout prévu, l'avocat sort un enregistrement révélant qui est le véritable imposteur. Son visage blêmi. Debout près de la tombe de mon père, regardant son cercueil descendre en terre, ma belle-mère, Vivienne, a choisi ce moment précis pour annoncer aux 47 membres de la famille que je n'étais pas sa vraie fille. Mais quand l'avocat de papa, Maître Leclerc, a sorti une enveloppe scellée et a dit « Étienne a laissé quelque chose pour ce scénario précis », j'ai vu le sang quitter son visage. Le cimetière était silencieux, à l'exception du vrombissement mécanique du dispositif de descente et des pleurs étouffés de ma tante Agathe. L'air d'octobre mordait à travers ma robe noire, mais je le sentais à peine. J'étais anesthésié par 3 jours à accepter les condoléances, à organiser les funérailles et à prétendre que la satisfaction à peine dissimulée de Vivienne ne me donnait pas envie de hurler. Avant de laisser Étienne reposer en paix, dit Vivienne en s'avançant dans son tailleur noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que le crédit immobilier de la plupart des gens, il y a quelque chose que tout le monde doit savoir sur Amélie. Mon nom dans sa bouche sonnait comme du poison. Elle avait attendu ce moment exact, où papa ne pouvait plus me défendre, où j'étais au plus vulnérable, où toute notre famille était réunie. Le calcul de son geste me retournait l'estomac. Cette fille, dit-elle en me montrant du doigt comme si j'étais une preuve dans un tribunal, vit dans le mensonge depuis 32 ans. Elle n'est pas la fille biologique d'Étienne. Les halètements se firent entendre par vagues. Mon oncle Théodore, le frère de papa, laissa tomber son livre de prière dans la boue. Ma cousine Mallory me saisit le bras. Quelqu'un derrière moi chuchota, « Oh mon Dieu !» Mais je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni comprendre ce qui se passait aux funérailles de mon père. « Vous mentez », réussis-je à dire, mais ma voix semblait étrange et lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Vraiment ?» Vivienne sortit un dossier qu'elle cachait sous son manteau. Le groupe sanguin d'Étienne était au négatif. Amélie, ici présente, est AB positif. Il est génétiquement impossible qu'il soit son père. J'ai les dossiers médicaux ici même. Mon demi-frère Damien, du haut de son 1,90 m dans son costume à 1 000 €, se tenait à côté de sa mère avec un sourire narquois qui me donnait envie de jeter de la boue sur ses chaussures vernies. « Désolé, sœurette, dit-il, étirant le mot comme si c'était une blague. On dirait que tu ne fais pas vraiment partie de la famille après tout. Maman a déjà parlé aux avocats pour le testament. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon père était mort depuis exactement 3 jours, et ils essayaient déjà de m'effacer de sa vie. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait accompagné dans le couloir pour mon premier jour en tant qu'enseignante, qui m'appelait tous les dimanches soirs juste pour prendre des nouvelles de ma semaine. Et Vivienne se tenait là, près de sa tombe, racontant à tout le monde qu'il n'était pas vraiment mon père. Comment osez-vous, trouva enfin la voix ma tante Agathe. À ses funérailles, Vivienne. N'avez-vous aucune honte? Je ne fais que dire la vérité, répondit Vivienne, sa voix empreinte de cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée au cours de ses 8 années de mariage avec mon père. Tout le monde mérite de savoir que le véritable héritage d'Étienne appartient à son vrai sang, à Damien. C'est à ce moment que Maître Leclerc se racla la gorge. Il se tenait tranquillement près du grand chêne, tenant sa mallette comme si elle contenait des codes nucléaires. Eugène Leclerc avait été l'avocat et l'ami de papa pendant 20 ans. Il était présent à ma remise de diplôme du lycée, à celle de l'université, et même à la première réunion parents-professeurs de mon école quand j'étais nerveuse à l'idée de rencontrer les familles. Madame Dupont, dit-il, sa voix grave tranchant le chaos comme une lame. Avant de poursuivre ce spectacle, peut-être devrions-nous discuter de ce qu'Étienne a laissé à ma garde. La confiance suffisante sur le visage de Vivienne se fissura légèrement. De quoi parlez-vous? Maître Leclerc s'avança, chaque pas mesuré et délibéré. Son costume gris était impeccable malgré la bruine matinale, son expression taillée dans la pierre. Étienne avait anticipé que cela pourrait arriver. Il y a 6 mois, il est venu à mon bureau avec des instructions très précises et un paquet scellé. C'est ridicule, balbutia Vivienne, mais je remarquai que ses doigts se crispaient sur le dossier. Il a dit, continua Maître Leclerc, se tenant maintenant directement entre Vivienne et moi, et je cite, « Si Vivienne essaie de prétendre qu'Amélie n'est pas ma fille à n'importe quel moment après ma mort, vous devez immédiatement lire cette lettre et jouer cet enregistrement. » Le cimetière devint si silencieux que je pouvais entendre le trafic lointain sur la rue des Platanes. Les 47 membres de la famille Dupont se tenaient figés comme des statues, attendant de voir ce qui allait se passer. Même le directeur des pompes funèbres, se tenant respectueusement près de son corbillard,
se pencha légèrement en avant. Maître Leclerc plongea la main dans sa mallette et en sortit une grande enveloppe Kraft sur laquelle était écrite la main de papa, à n'ouvrir que dans les circonstances discutées. En dessous, de son écriture soignée, ma fille Amélie est ma plus grande réussite. Mes yeux brûlèrent de larmes que je refusais de laisser couler. Même dans la mort, même dans ce moment d'attaque, papa me protégeait encore, m'appelait encore sa fille. Ce sont des absurdités théâtrales, dit Vivienne, mais sa voix avait perdu de sa superbe. J'ai des dossiers médicaux. Moi aussi, dit simplement Maître Leclerc. Il sortit également un petit enregistreur numérique. Étienne était tout sauf négligent. Il a laissé à la fois des documents écrits et son propre témoignage enregistré. Alors, dites-moi, Madame Dupont, souhaitez-vous que je lise la lettre en premier, ou devrions-nous entendre la propre voix d'Étienne expliquer la vérité sur qui est et n'est pas son enfant biologique? L'insistance qu'il mit sur ces derniers mots fit reculer Vivienne. Le sourire narquois de Damien disparut enfin, remplacé par la confusion. Il regarda sa mère, puis Maître Leclerc, puis moi. C'est un piège, dit Vivienne, mais sa voix tremblait maintenant. Vous bluffez. L'expression de Maître Leclerc ne changea pas. Étienne savait que vous aviez rassemblé ces dossiers médicaux, Vivienne. Il connaissait vos plans. Il savait bien des choses, en fait. C'est pourquoi il s'est assuré que j'avais tout le nécessaire pour protéger sa fille de ce qu'il appelait un assassinat posthume de sa réputation. Je retrouvais ma voix, plus forte maintenant, nourrie par la certitude que papa avait vu cela venir. Lisez la lettre, Maître Leclerc. Que tout le monde entende ce que mon père avait à dire. L'avocat rompit le sceau de l'enveloppe avec une précision formelle. Le son sembla résonner à travers les pierres tombales. Il en sortit plusieurs pages couvertes de l'écriture distinctive de papa, ainsi que ce qui ressemblait à des documents officiels. Attendez, dit Vivienne, son visage ayant maintenant la couleur du ciel gris d'octobre. Nous n'avons pas besoin de faire ça ici. Nous pouvons en discuter en privé. Oh, mais vous avez déjà rendu cela public, dit tante Agathe, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Vous avez commencé ce spectacle, Vivienne. Voyons comment il se termine. Maître Leclerc ajusta ses lunettes de lecture, se racla la gorge une fois de plus, et commença à lire les mots que mon père avait écrits 6 mois auparavant, quand il était encore en vie, encore en train de rire, m'appelant encore tous les dimanches soirs. Mais sachant, d'une manière ou d'une autre, que ce moment viendrait. À ma fille bien-aimée Amélie, commença-t-il. Et je sus, avant même d'entendre un mot de plus, que papa était sur le point de révéler des vérités qui allaient tout changer. Mon père, Étienne, n'était pas seulement mon père. Il était mon ancre. Après la mort de maman quand j'avais 7 ans, il m'a élevé seul pendant 15 ans avant que Vivienne ne déferle dans nos vies comme une tornade en talons de créateur. Je me souviens du jour où il m'a appris à faire du vélo dans notre allée, ses mains fortes me stabilisant pendant qu'il courait à mes côtés. Ses bottes de travail frappant le pavé en rythme avec mon pédalage. Amélie, ma chérie, je te tiens. Je ne te laisserai jamais tomber, avait-il dit. Et même quand il a finalement lâché, je savais qu'il était toujours là, prêt à me rattraper si j'en avais besoin. Papa possédait 3 quincailleries prospères en ville, quincaillerie Dupont et famille, chacune étant un témoignage de sa conviction que de bons outils et de bons conseils pouvaient presque tout réparer. Chaque samedi matin jusqu'à mon départ pour l'université, nous visitions chaque magasin ensemble. C'était notre rituel, aussi sacré que la messe du dimanche. Il me présentait à chaque employé, à chaque client régulier, toujours de la même manière. Voici ma fille, Amélie. Elle sera enseignante un jour. La fierté dans sa voix me faisait me tenir plus droite. Me faisait croire que je pouvais devenir tout ce que je voulais. Le magasin sentait la sueur et le métal, la possibilité et le travail acharné. Papa me laissait l'aider avec l'inventaire, m'apprenant à compter les rondelles et à trier les vis, tout en me racontant des histoires sur grand-père Dupont, qui avait ouvert le premier magasin avec rien d'autre qu'un prêt de 1000 € et de la détermination. Tout cela sera à toi un jour, ma petite Amélie, disait-il, utilisant mon surnom d'enfance. Pas seulement les magasins, mais l'héritage, la réputation, la confiance que les gens ont en notre nom. Maman était partie depuis 15 ans quand Vivienne est apparue. J'avais 22 ans, fraîchement diplômée, commençant mon premier poste d'enseignante à l'école primaire Rive-Gauche. Papa l'a rencontrée lors d'un dîner de la chambre de commerce. Elle était nouvelle en ville, disait-elle, recommençant à zéro après un divorce difficile. Elle avait un jeune fils nommé Damien, qui commençait juste le lycée,
et elle cherchait la stabilité, un homme bon qui pourrait être une figure paternelle. Papa est tombé éperdument amoureux. Après des années de rendez-vous sans lendemain, de rencontres arrangées par des amis qui se terminaient toujours par lui disant « Elle est charmante, mais ce n'est pas Angèle », soudain, il amenait Vivienne au dîner du dimanche, l'emmenait dans les magasins, l'introduisait dans notre vie. Elle était belle de cette manière soignée qui faisait que les autres femmes se sentaient mal habillées. Des cheveux blonds jamais en désordre, des ongles toujours parfaitement manucurés, des vêtements qui chuchotaient l'argent même quand elle prétendait avoir des difficultés. Elle riait aux blagues de quincaillerie de papa, louait son sens des affaires et lui disait constamment à quel point elle se sentait chanceuse de l'avoir trouvé. « Je veux que tu l'apprécies, Amélie », m'avait dit papa un soir, juste nous deux sur la terrasse. « Je sais que personne ne peut remplacer ta mère. Je n'essaie pas de faire ça. Mais Vivienne me rend heureux et Damien a besoin de stabilité. Ce garçon a eu une vie difficile avec son père qui les a abandonnés. Alors j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai accueilli Vivienne, aidé Damien avec ses devoirs, les ai inclus dans nos traditions. Mais quelque chose clochait depuis le début. La façon dont le sourire de Vivienne n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand elle me regardait. Comment elle avait réarrangé les photos du salon pour que celles de maman soient moins visibles. La façon dont elle mentionnait la valeur des magasins lors de conversations anodines, toujours suivies d'un rire. Et ce n'est pas que ça compte, bien sûr. Après leur mariage, les changements sont venus lentement au début. Amélie, ma chérie, disait-elle avec son sourire mielleux, ne serais-tu pas plus à l'aise de manger dans ta chambre pendant que Damien et moi aidons Étienne avec les plans d'affaires? Ou, oh, Étienne ne l'a pas mentionné. Nous changeons les visites du samedi au magasin. Damien a besoin de ce temps avec son nouveau père. Chaque exclusion était petite, raisonnable en soi, mais ensemble, elles me poussaient de plus en plus loin du centre de la vie de mon père. Damien était pire. À 15 ans, il était déjà plus grand que moi, avec les traits fins de sa mère et des yeux calculateurs. Il faisait des commentaires sur le fait d'être le seul fils de papa, de perpétuer le nom Dupont, sur le fait que les magasins avaient besoin d'une touche masculine pour rester compétitifs. Papa n'a jamais entendu ces commentaires. Damien était trop intelligent pour ça. En présence de papa, il était le beau-fils parfait, désireux d'apprendre, respectueux, reconnaissant. Mais papa n'était pas dupe. Pas entièrement. Il s'assurait que notre tradition du samedi continuait, juste plus tôt le matin. Personne ne remplace ma petite Amélie, avait-il dit fermement quand Vivienne avait suggéré que j'étais trop vieille pour de telles choses. Il gardait mes photos en évidence dans son bureau, ma chambre d'enfant exactement comme je l'avais laissée. Il continuait de m'appeler tous les dimanches soirs sans faute. 3 semaines avant sa mort, papa m'a invité pour le dîner du dimanche. Juste nous deux. Vivienne était chez sa sœur sur la Côte d'Azur, emmenant Damien visiter des universités. Papa a préparé son fameux rôti, celui que maman lui avait appris à faire quand il venait de se marier. Nous avons mangé en silence confortable pendant un moment avant qu'il ne parle. « Amélie, il y a des choses que je dois te dire », dit-il en me serrant la main par-dessus la table. Ses doigts étaient encore forts, encore tachés d'huile des magasins, malgré les plaintes de Vivienne à propos de ses mains. Mais pas encore. Le moment n'est pas venu. Souviens-toi juste, peu importe ce que quiconque dit après ma mort, tu es ma fille. Le sang ne fait pas la famille. L'amour, si. Et je t'ai aimé depuis le moment où ta mère m'a dit qu'elle était enceinte. Papa, tu me fais peur. Es-tu malade? Non, ma chérie. Je mets juste mes affaires en ordre. Un homme de mon âge doit être préparé. Il serra ma main plus fort. Je me suis assuré que tu es protégé. Maître Leclerc a tout. Fais-lui confiance si quelque chose arrive. Et souviens-toi, tu es une Dupont, ma fille, ma véritable héritière. Rien ni personne ne peut changer cela. 4 jours plus tard, une crise cardiaque massive l'a emporté rapidement. Le médecin a dit que c'était miséricordieux. Il était dans son magasin d'origine, celui que grand-père avait ouvert, vérifiant l'inventaire tôt le matin. Ils l'ont trouvé assis à son bureau, une photo de maman et moi de ma remise de diplôme universitaire à la main. Les funérailles étaient magnifiques, exactement ce que papa aurait voulu. Ses employés formaient une aide d'honneur, 6 hommes de chaque magasin, leurs chemises de travail repassées et propres sous des vestes sombres. L'église débordait de gens dont il avait touché la vie, des clients qu'il avait aidés pendant des décennies, des équipes de jeunes qu'il avait sponsorisés,
des familles qui n'avaient jamais oublié sa gentillesse quand elles ne pouvaient pas se permettre des réparations. Ses hymnes préférés jouaient doucement, Amazing Grace et ILL Fly Away, ceux qu'il fredonnait en organisant les boulons et en vérifiant l'inventaire. J'ai prononcé l'éloge funèbre, ma voix d'enseignante portant d'une manière ou d'une autre à travers l'immense église malgré mon cœur brisé. Je leur ai parlé des samedis matins dans les magasins, de papa m'apprenant que les affaires n'étaient pas une question d'argent, mais de confiance, de la fois où il était resté ouvert jusqu'à minuit la veille de Noël parce que Madame Fournier avait besoin d'une clé spécifique pour réparer le vélo de son petit-fils. Ma voix ne s'est brisée qu'une seule fois, quand j'ai mentionné comment il appelait chaque employé par son nom, connaissait leurs conjoints, leurs enfants, leurs luttes. Étienne Dupont croyait que les outils pouvaient réparer les choses, avais-je dit, m'agrippant au pupitre. Mais son plus grand outil était l'amour. Il réparait les cœurs brisés avec de la patience, les esprits brisés avec de la gentillesse, et les familles brisées avec de l'acceptation. Il était mon père, mon héros, mon meilleur ami. Vivienne était assise au premier rang, portant un tailleur Chanel noir qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensaient pour l'ensemble de leurs funérailles. Damien, à côté d'elle, vérifiait son téléphone, dissimulant à peine son ennui. Ils avaient voulu parler aussi, mais n'avaient jamais réussi à préparer quoi que ce soit. Trop accablé par le chagrin, avait dit Vivienne au prêtre, bien que je l'ai entendu au téléphone ce matin la discuter d'évaluations immobilières avec quelqu'un. Le service au cimetière était plus restreint. La famille principalement, plus les amis les plus proches de papa et ses plus anciens employés. Le cimetière se trouvait sur une colline surplombant la ville, d'où l'on pouvait voir les 3 magasins si l'on savait où regarder. Octobre avait paré les arbres d'orange et d'or brillant, la saison préférée de papa. La façon de Dieu de se montrer, disait-il. Alors que le pasteur terminait sa dernière prière, que nous murmurions tous Amen, que le directeur des pompes funèbres s'avançait pour distribuer des roses pour le cercueil, Vivienne se leva. Pas pour prendre une rose, pas pour dire au revoir, mais pour faire une annonce. Avant de laisser Étienne reposer en paix, dit-elle, sa voix tranchant le silence respectueux comme une tronçonneuse dans un pin, il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. Quelque chose qu'Étienne a caché par loyauté mal placée. Amélie a vécu dans le mensonge toute sa vie. Ma tante Agathe eut un hoquet si brusque que je crus qu'elle allait s'évanouir. Oncle Théodore, le jeune frère de papa, laissa tomber son livre de prière dans la boue. Le pasteur semblait déconcerté, ne sachant s'il devait intervenir. Vivienne continua, me regardant maintenant droit dans les yeux, des yeux froids comme la glace de janvier. J'ai trouvé des documents en fouillant dans les papiers d'Étienne, des dossiers médicaux qu'il avait cachés dans son bureau. Amélie n'est pas sa fille biologique. Sa mère a eu une liaison. Étienne l'a toujours su, mais a gardé ce secret, laissant cette fille hériter de ce qui devrait appartenir à sa vraie famille, à Damien, son vrai sang. Ce n'est pas vrai, criai-je, mes jambes tremblant si fort que ma cousine Mallory dut me saisir le bras pour me maintenir debout. Papa me l'aurait dit si c'était vrai. Nous n'avions pas de secret. Vraiment ? Vivienne sortit un dossier qu'elle cachait sous son manteau. Vos groupes sanguins ne correspondent même pas, ma chère. Étienne était au négatif. C'est écrit ici sur son bracelet d'alerte médicale, celui qu'il portait tous les jours. Elle brandit le bracelet de papa, celui qu'ils avaient retiré à l'hôpital, celui que je lui avais acheté pour la fête des pères 10 ans auparavant. Tu es AB positif. J'ai ton dossier de don de sang de cette collecte de sang des enseignants que tu as faite au printemps dernier. Il est génétiquement impossible qu'Étienne soit ton père. La foule éclata. Les chuchotements se transformèrent en discussion, puis en dispute. Est-ce vrai ? Les groupes sanguins ne mentent pas, pauvre Amélie. Comment Étienne a-t-il pu garder un tel secret ? Damien se tenait à côté de sa mère, son sourire narquois si satisfait que je voulais hurler. Désolé, sœurette, dit-il assez fort pour que tout le monde entende, étirant le mot comme si cela lui faisait physiquement mal de le dire. On dirait que tu n'es pas de la famille après tout. Maman a déjà parlé aux avocats pour contester le testament. Les magasins devraient revenir à la vraie famille de sang, à moi. Vous avez planifié ça, dis-je, ma voix plus forte maintenant, alimentée par la rage. Papa est mort depuis 3 jours, et vous essayez de voler son héritage. Voler ? Le rire de Vivienne était sec et amer. Nous essayons de le préserver pour sa vraie famille. Étienne était trop bon cœur pour faire ce qui devait être fait de son vivant, mais je ne laisserai pas sa sympathie mal placée donner ce qui appartient à Damien. Mon oncle Théodore retrouva sa voix. Vivienne,
c'est obscène. L'homme n'est même pas encore en terre. La vérité ne se soucie pas du timing, répondit-elle. J'ai des documents, des dossiers médicaux, des tableaux de groupe sanguin, j'ai même trouvé une lettre dans les affaires d'Angèle qu'Étienne avait gardée, parlant d'un collègue nommé Patrick dont elle s'était rapprochée avant la naissance d'Amélie. Chaque mot était une frappe calculée, conçue pour détruire non seulement mon héritage, mais toute mon identité. Les personnes en deuil se divisaient maintenant, certaines se rapprochant de moi en signe de soutien, d'autres reculant comme si j'étais devenu contaminé par cette révélation. Étienne l'a élevée, dit fermement tante Agathe. Cela fait d'elle sa fille. Légalement, peut-être, dit Vivienne, mais moralement, éthiquement, l'héritage de la famille Dupont devrait-il aller à quelqu'un qui ne porte pas le sang Dupont? Alors qu'il y a Damien, qu'Étienne a choisi d'élever ces 8 dernières années, qui a réellement appris le métier, qui porte le chromosome pour transmettre le nom de famille. C'est à ce moment que Maître Leclerc se racla la gorge. Madame Dupont, dit Maître Leclerc, sa voix tranchant le chaos avec l'autorité de quelqu'un qui a passé 40 ans dans les tribunaux. Avant de poursuivre ce spectacle, peut-être devrions-nous discuter de la lettre qu'Étienne m'a laissée. La confiance de Vivienne vacilla comme la flamme d'une bougie dans le vent. Quelle lettre? Maître Leclerc s'approcha de la tombe à pas mesurés, ses chaussures vernies évitant miraculeusement la boue qui avait attrapé tout le monde. Il portait sa mallette comme si elle contenait des secrets d'État, son visage ne révélant rien. Eugène Leclerc avait été plus que l'avocat de papa. Il était son ami depuis avant ma naissance, le témoin à son mariage, celui qui l'avait aidé à gérer la succession de maman après que le cancer l'eût emporté. Étienne avait anticipé que cela pourrait arriver, dit Maître Leclerc, se tenant maintenant à la place du pasteur, commandant le même respect. Il est venu me voir il y a 6 mois avec des instructions spécifiques et un paquet scellé. Il a été très minutieux dans ses préparatifs. C'est ridicule, balbutia Vivienne, ses jointures blanches alors qu'elle serrait son dossier de preuves. J'ai des preuves ici même. Les dossiers médicaux ne mentent pas en effet, ils ne mentent pas, acquiesça calmement Maître Leclerc. Il sortit une grande enveloppe Kraft et un petit enregistreur numérique de sa mallette. Étienne a dit, et je cite, « Si Vivienne essaie de prétendre qu'Amélie n'est pas ma fille à n'importe quel moment après ma mort, vous devez immédiatement lire cette lettre et jouer cet enregistrement. Faites-le publiquement, Eugène. Ne la laissez pas empoisonner les esprits en privé. » Les personnes en deuil se pressèrent plus près, formant un cercle serré autour de nous. Même le directeur des pompes funèbres abandonna sa distance professionnelle pour se pencher. Le sourire narquois de Damien avait complètement disparu, remplacé par la confusion alors qu'il regardait entre sa mère et l'avocat. C'est une sorte de piège, dit Vivienne, mais sa voix avait perdu son ton autoritaire. Vous bluffez. Étienne était au courant de vos recherches, Vivienne, continua Maître Leclerc. Il savait que vous étiez allé à l'hôpital pour demander ces dossiers médicaux. Il savait que vous aviez accédé aux informations de don de sang d'Amélie grâce à votre ami qui travaille à la Croix-Rouge. Oui, il savait que Patricia vous aidait. Il était au courant de vos rendez-vous avec des avocats spécialisés en succession 3 mois avant sa mort. Mon esprit tournait à toute vitesse. Papa avait su. Il avait su ce que Vivienne préparait et ne m'avait rien dit. Mais je me suis souvenu de ce dîner il y a 3 semaines, sa main sur la mienne, ses paroles sur le fait d'être préparé, de faire confiance à Maître Leclerc. Si Étienne savait que j'avais des inquiétudes sur la filiation d'Amélie, alors il aurait dû les aborder de son vivant, dit Vivienne, essayant de reprendre le contrôle, pas par une lecture théâtrale après sa mort. Oh, mais il les a abordés, dit Maître Leclerc. Il les a abordés de manière très approfondie. Il a passé beaucoup de temps et de ressources à enquêter non seulement sur la filiation d'Amélie, mais sur celle de tout le monde dans cette famille. Les résultats ont été éclairants. La façon dont il dit tout le monde fit reculer Vivienne, son talon s'enfonçant dans le sol meuble. Damien s'écarta légèrement de sa mère, l'incertitude traversant ses traits pour la première fois. Dois-je lire la lettre en premier, ou préférez-vous entendre l'enregistrement, demanda Maître Leclerc, brandissant les 2 objets. Étienne a été précis sur le fait que je devais vous donner le choix, Vivienne. Il a dit, tu aimes toujours avoir le sentiment de contrôler la situation. Je n'ai pas à écouter ça, dit Vivienne en commençant à se détourner. Non, en effet, acquiesça Maître Leclerc. Mais tout le monde, si. Et si vous partez maintenant, vous n'entendrez pas les preuves d'Étienne sur la filiation de Damien. Vous n'entendrez pas parler du test ADN qu'il a fait faire. Vous n'entendrez pas parler de Rex. Vivienne se figea.
Le nom de Rex l'avait pétrifié. Qui est Rex? Demanda Damien, sa voix se brisant légèrement. Je retrouvai ma voix alors, plus forte que je ne l'aurais cru. Lisez la lettre, maître Leclerc. Que tout le monde entende ce que mon père avait à dire. Ma tante Agathe vint se tenir à mes côtés, sa main trouvant la mienne. Oncle Théodore se plaça de mon autre côté. La famille Dupont se serrait littéralement les rangs autour de moi, et ce simple geste fit brûler mes yeux de larmes non versées. Maître Leclerc rompit le sceau de l'enveloppe avec une précision formelle. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages de l'écriture distinctive de papa. La même écriture soignée qui avait écrit l'excellent travail sur mes bulletins scolaires. Je t'aime ma petite Amélie sur les cartes d'anniversaire. Tellement fière sur la photo de ma remise de diplôme. Avant de commencer, dit maître Leclerc, je dois noter qu'Étienne a fait notarier et certifier par témoin tous ces documents. Il a également fait envoyer des copies à 3 cabinets d'avocats distincts pour qu'elles soient transmises aux médias si quiconque conteste ce que je vais lire. Le visage de Vivienne était passé de pâle à gris. Vous ne pouvez pas me menacer. Je ne menace personne, répondit doucement maître Leclerc. Je suis simplement les instructions très détaillées d'Étienne. Il voulait s'assurer que la vérité éclate, toute la vérité, si quelqu'un essayait de blesser sa fille après son départ. Il ajusta ses lunettes de lecture et se racla la gorge. Le cimetière était si silencieux que je pouvais entendre le drapeau sur le cercueil de papa flotter dans la brise. À ma fille bien-aimée Amélie et à toutes les personnes présentes, commença à lire maître Leclerc, et les mots de papa semblaient remplir l'air comme sa présence avait rempli chaque pièce, chaleureuse et forte et absolument certaine. Si vous entendez ceci, c'est que Vivienne a fait exactement ce que je craignais. Elle a essayé d'utiliser des vérités partielles pour détruire la vie de ma fille. Alors, laissez-moi partager la vérité complète, documentée et vérifiée, sur la filiation de toutes les personnes impliquées dans ce triste drame. Damien était devenu très immobile. Vivienne avait l'air de vouloir s'enfuir, mais elle était entourée par les personnes en deuil, piégée par le public même qu'elle avait souhaité pour sa révélation. Oui, j'étais au courant pour les groupes sanguins, continua de lire maître Leclerc. Je le sais depuis qu'Amélie a 8 ans, quand elle a eu besoin d'une opération d'urgence après être tombée de vélo. Mon esprit revint à cet accident, aux urgences, au visage terrifié de papa alors qu'on m'emmenait en chirurgie, comment il avait prié plus fort que je ne l'avais jamais vu prier. Maître Leclerc continua de lire la lettre de papa, sa voix stable et claire. Ce que Vivienne ne sait pas, c'est que j'ai subi une vasectomie 3 ans avant de la rencontrer, suite à la grossesse difficile de ma défunte épouse Angèle avec Amélie. La grossesse a failli tuer Angèle et nous avons décidé qu'un enfant était une bénédiction suffisante. La vasectomie a été inversée quand Vivienne et moi avons décidé d'essayer d'avoir des enfants, sans succès comme il s'est avéré. Cependant, Damien avait déjà 5 ans quand j'ai rencontré Vivienne. J'ai la preuve ADN que Damien n'est pas mon fils biologique, mais je l'ai élevé comme le mien parce que c'est ce que font les pères. Le visage de Vivienne était passé du blanc au vert. C'est impossible. Vous inventez tout ça. Étienne n'a jamais parlé de vasectomie. Il y a plus, dit maître Leclerc en continuant de lire. Je savais depuis le jour où j'ai épousé Vivienne que Damien n'était pas de moi. C'était mathématiquement impossible. Mais j'ai aimé ce garçon quand même. J'ai essayé de l'élever correctement. J'ai essayé de lui enseigner la valeur du travail acharné et de l'honnêteté. Bien que je ne sois pas sûr que ses leçons aient pris. Damien recula en trébuchant, sa façade confiante s'effondrant. Maman, de quoi parle-t-il? Vivienne ne pouvait même pas regarder son fils. Son plan soigneusement construit s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes dans une tempête. Maître Leclerc brandit l'enregistreur numérique. Devrions-nous entendre les propres mots d'Étienne maintenant? Sans attendre de réponse, il appuya sur play. La voix de papa emplit le cimetière, forte et claire, bien que provenant d'un petit appareil. C'était comme s'il se tenait juste là avec nous, me protégeant une dernière fois. Bonjour à tous. Si vous entendez ceci, c'est que Vivienne a essayé de blesser ma fille après mon départ. Alors, laissez-moi mettre les choses au clair. L'enregistrement avait ce léger écho de son bureau au magasin principal, et je pouvais l'imaginer assis à son bureau, entouré de factures et de photos de famille, prononçant soigneusement ces mots. Vivienne, je sais que Damien n'est pas de moi. Je le sais depuis le jour où tu as accidentellement laissé ton journal intime ouvert sur notre lit, écrivant sur le vrai père de Damien, ton entraîneur personnel, Rex, que tu voyais encore la première année de notre mariage. Oui,
Je suis au courant des séances de yoga du mardi après-midi qui n'en étaient pas. Je suis au courant de l'argent que tu lui envoyais chaque mois, le qualifiant d'entraînement sportif sur nos relevés de carte de crédit. Des halètements parcoururent la foule. Le visage de Damien était devenu aussi pâle que la robe de créateur de sa mère. Maman, la voix de Damien se brisa comme s'il avait à nouveau 14 ans. Est-ce que c'est vrai? L'enregistrement de papa continua. J'ai le test ADN ici. Réalisé il y a 2 ans quand Damien a eu besoin d'une prise de sang pour sa visite médicale sportive universitaire. Le laboratoire a été très discret, très professionnel. 0% de probabilité de paternité. Mais j'aime ce garçon quand même, parce que l'amour n'est pas une question d'ADN. J'ai essayé d'être le père qu'il n'a jamais eu, bien que Vivienne se soit assurée d'empoisonner ce puits à chaque occasion. Arrêtez ça, murmura Vivienne, mais sa voix n'avait plus aucune force. Maintenant, concernant le fait qu'Amélie soit AB positif alors que je suis au négatif. Oui, c'est vrai. Mais ce que tu ne sais pas, Vivienne, c'est que la mère d'Amélie, Angèle, a été adoptée. Son père biologique n'était pas l'homme qui l'a élevée. Quand Angèle était mourante, elle m'a tout raconté. Elle avait été adoptée bébé par les Martin, qui l'ont aimée complètement et ont été les seuls parents qu'elle ait jamais connus ou voulus. Mais pendant son traitement contre le cancer, elle a eu besoin de l'historique médical de sa famille. Elle a retrouvé son père biologique, un professeur nommé David Brennan, qui avait du sang AB positif. Mes jambes faillirent me lâcher. Maman avait été adoptée. Les grands-parents que j'avais aimés, qui étaient morts quand j'étais jeune, n'étaient pas ses parents biologiques. Mais ils étaient ses vrais parents, ceux qui l'avaient élevé, aimé, tout comme papa était mon vrai père, peu importe le sang. Angèle m'a fait promettre de ne jamais compliquer la vie d'Amélie avec cette information, continua la voix de papa. Elle a dit que les Martin étaient ses parents de toutes les manières qui comptaient, et elle voulait qu'Amélie honore leur mémoire, pas qu'elle soit troublée par des parents biologiques qui étaient des étrangers. Mais puisque tu forces le sujet, Vivienne, voici la vérité complète. Amélie est absolument ma fille biologique. Nous avons fait un test ADN quand elle avait 8 ans, lors de cette opération d'urgence. J'avais besoin de savoir pour des raisons médicales. 99,98% de probabilité de paternité. Maître Leclerc sortit un autre document, le brandissant pour que tout le monde le voie. Voici le test ADN certifié datant d'il y a 24 ans avec la signature d'Étienne et le sceau de l'hôpital. J'ai l'original. Des copies ont été déposées au tribunal. La voix de papa revint. Je laisse également une deuxième lettre pour Amélie seule, expliquant pourquoi je ne lui ai jamais parlé de l'adoption de sa mère. Mais Vivienne, si tu forces ce sujet, sache que j'ai donné l'ordre à Maître Leclerc de veiller à ce que le testament soit maintenu tel qu'il est écrit. Amélie hérite des magasins et de la maison principale. Tu reçois l'appartement en bord de mer et ton dédommagement comme spécifié dans notre contrat de mariage. Oui, je sais que tu pensais avoir détruit ta copie, mais les avocats gardent d'excellents dossiers. Damien reçoit son fonds pour l'université, que j'ai maintenu malgré la connaissance de la vérité, parce qu'il est innocent dans tes tromperies. Une dernière chose, Vivienne. L'enregistrement que tu pensais avoir supprimé de notre système de sécurité à la maison, celui où tu disais à Rex au téléphone que tu t'assurais que la fille biologique n'obtienne rien après la mort du vieil imbécile. J'ai des copies, 3 copies en fait. Une avec Maître Leclerc, une dans mon coffre-fort et une au bureau du procureur de la République au cas où quelque chose de suspect m'arriverait. Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. 47 membres de la famille Dupont se tenaient figés, digérant ce qu'ils venaient d'entendre. Le directeur des pompes funèbres avait l'air d'avoir assisté à un meurtre plutôt qu'à un enterrement. Je veux aussi que tout le monde sache, conclut la voix de papa, plus douce maintenant, que je pardonne à Vivienne. Je lui pardonne les liaisons, les mensonges, les manigances. Je suis resté marié avec elle parce que j'avais fait des vœux et parce que j'espérais qu'elle changerait. J'espérais qu'elle apprendrait ce qu'est le véritable amour. Mais surtout, je suis resté pour Damien, qui avait besoin d'un père, même si sa mère s'assurait qu'il ne me respecte jamais. Amélie, ma chérie, si tu écoutes ceci, sache que tu as été la lumière de ma vie dès l'instant où tu es née. Tu es ma fille, mon héritage, ma plus grande réussite. Pas les magasins, pas l'entreprise. Toi. Je t'aime, ma petite Amélie. Prends soin du nom de la famille. Il est à toi par la naissance, par l'amour et par le droit.
L'enregistrement se termina par un léger clic qui sembla résonner à travers le cimetière comme le tonnerre. Vivienne partit avant que le cercueil ne soit complètement descendu, ses talons de créateur s'enfonçant dans l'herbe alors qu'elle trébuchait vers sa Mercedes. Damien resta figé un instant, l'air perdu et plus jeune que ses 21 ans, avant de courir après sa mère. Le reste d'entre nous les regarda partir en silence stupéfait, puis se retourna pour finir de dire au revoir à papa correctement, comme il le méritait. En une semaine, Vivienne avait déménagé chez sa sœur sur la Côte d'Azur. Elle n'a même pas fait ses bagages correctement, a juste attrapé l'essentiel et a fui la ville comme si elle était en feu. Les déménageurs sont venus plus tard pour ses affaires. J'ai regardé par la fenêtre du salon pendant qu'il chargeait ses meubles chers, ses vêtements de créateur, sa collection de bijoux que papa lui avait achetés au fil des ans. Chaque pièce avait été donnée avec amour, reçue avec calcul. Damien est resté, cependant. Il m'a appelé le soir après les funérailles, sa voix brisée et petite. « Amélie, dit-il, et je pouvais l'entendre pleurer. Vraiment pleurer. Pas les fausses larmes qu'il produisait en essayant de manipuler papa. Je ne savais rien de tout ça. À propos de Rex, de l'ADN, de ce que maman préparait. Je jure que je ne savais pas, je sais, dis-je, car d'une manière ou d'une autre, je le savais. Damien avait été cruel, oui, mais il avait été façonné par le poison de sa mère, nourri de mensonges avec ses céréales du petit déjeuner. Il était mon père aussi, n'est-ce pas, continua Damien, sa voix se brisant. Même s'il savait que je n'étais pas de lui, même si maman était horrible avec lui, il venait quand même à mes matchs. Il m'a quand même appris le métier, il m'appelait quand même fils. Oui, dis-je, me souvenant de toutes les fois où papa avait essayé d'inclure Damien, de lui enseigner, de l'aimer, malgré la résistance du garçon. Il était ton père. Il a choisi d'être ton père chaque jour. C'est ce qui le rendait incroyable. Je suis désolé, murmura Damien. Pour tout. Pour la façon dont j'ai agi, pour ce que j'ai dit aux funérailles, pour tout. Je suis tellement désolé. Cette conversation a tout changé. Damien s'est éloigné de l'influence de sa mère et a demandé s'il pouvait aider dans les magasins. Pas pour prendre le relais, pas pour réclamer un héritage, juste pour travailler, pour apprendre, pour honorer l'homme qui avait été plus un père pour lui que quiconque. Je lui ai donné un travail au magasin d'origine, en commençant tout en bas, comme papa m'avait obligé à le faire quand j'avais 16 ans. Damien a travaillé dur, plus dur que je ne l'avais jamais vu travailler à quoi que ce soit. Les employés étaient méfiants au début, se souvenant de son attitude quand il venait avec Vivienne, mais il les a conquis avec un effort sincère et de l'humilité. 6 mois plus tard, nous dînions à la maison. Ma maison maintenant, bien que je n'arrivais toujours pas à la considérer comme telle. Damien était devenu un invité régulier au dîner, puis progressivement un ami, puis, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, un véritable frère. J'ai trouvé quelque chose, dit-il en sortant une enveloppe. Maman l'a laissée derrière elle quand elle est partie. C'est d'Étienne, daté d'il y a 2 ans. La lettre était adressée à Damien de la main de papa. À l'intérieur, il était écrit, Damien, je ne sais pas si tu liras jamais ceci, mais je veux que tu saches que la biologie ne nous définit pas. Je ne suis pas ton père biologique, mais j'ai choisi d'être ton père. Ce n'était pas toujours facile. Tu m'as résisté à chaque tournant, empoisonné par l'amertume de ta mère. Mais j'ai vu des aperçus de qui tu pourrais être, pendant ce projet de science sur lequel nous avons travaillé ensemble. Quand tu as aidé Madame Fournier à charger du bois même si tes amis attendaient. Quand tu pensais que personne ne regardait et que tu as été gentil avec le nouveau magasinier. Ces moments m'ont donné de l'espoir. Tu n'es pas responsable des choix de ta mère ni de qui était ton père biologique. Tu es responsable de qui tu choisis de devenir. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour n'est pas une question de sang. Il s'agit d'être présent, de rester quand c'est difficile. De choisir la famille chaque jour. Je t'ai choisi, Damien. Malgré tout, je t'ai choisi. J'espère qu'un jour tu nous choisiras en retour. Étienne. Damien a pleuré en la lisant. Moi aussi. Nous étions assis à la table de la cuisine de papa, 2 enfants qui avaient perdu le seul père que l'un ou l'autre ait jamais vraiment connu, et nous sommes finalement devenus les frères et sœurs qu'il avait toujours espéré que nous serions. Les magasins sont florissants maintenant. J'ai gardé tous les employés de papa, et ils nous ont adoptés, Damien et moi, comme les enfants d'Étienne. Sans qualificatif, sans vrai ou demi, juste ses enfants. Damien gère maintenant le magasin d'origine,
celui que grand-père Dupont a ouvert, et il est doué pour ça. Il a la patience de papa avec les clients, sa mémoire pour les noms et les visages. J'enseigne toujours en CE2 à l'école primaire Rive-Gauche. Papa avait raison, j'étais faite pour être enseignante, mais je vais dans les magasins tous les samedis matins, comme nous le faisions avant. Parfois, Damien se joint à moi. Nous parcourons chaque magasin, vérifions les choses, parlons aux employés et aux clients, maintenant vivant l'héritage de papa. J'ai trouvé la deuxième lettre de papa pour moi, rangée dans ma vieille boîte à bijoux d'enfance, placée là par Maître Leclerc le lendemain des funérailles. C'était du pur papa, aimant, protecteur, honnête. Ma très chère Amélie, si tu lis ceci, c'est que Vivienne a forcé la mise en lumière de vérité dont j'espérais t'épargner. L'adoption de ta mère ne change pas qui étaient tes grands-parents, ceux qui l'ont aimé, qui t'ont aimé. Les Martin ont élevé Angèle avec un tel amour qu'elle n'a jamais ressenti le besoin de retrouver ses parents biologiques jusqu'à ce que le cancer l'oblige à chercher un historique médical. C'est le pouvoir de la famille choisie. Ce qui compte le plus, c'est ceci, dès l'instant où je t'ai tenu dans mes bras pour la première fois, tu étais mienne. Pas à cause de l'ADN, mais parce que je t'ai choisi, je me suis battu pour toi, je t'ai aimé. Chaque samedi dans les magasins, chaque séance de devoirs, chaque moment de fierté à ta remise de diplôme. C'était réel. C'était nous. J'ai gardé les secrets de Vivienne sur Damien parce que j'espérais qu'elle trouverait le moyen d'être la mère qu'il méritait. J'ai gardé l'histoire de ta mère parce qu'elle me l'a demandé. Mais je n'ai jamais gardé de secret sur mon amour pour toi. C'était toujours vrai, toujours réel, toujours infini. Vivienne voyait des signes d'euro quand elle regardait notre famille. Damien voyait de la compétition. Mais toi, ma petite Amélie, tu voyais ce que je voyais, un héritage de travail acharné, d'honnêteté et d'aide aux voisins. C'est pourquoi les magasins sont à toi. Pas à cause du sang, mais parce que tu comprends ce que Dupont signifie vraiment. Aime ce garçon si tu le peux. Il est perdu, en colère et confus, mais il y a du bon en lui. Je l'ai vu. Peut-être que sans le poison de sa mère, il pourra le trouver aussi. Ton papa. La semaine dernière a marqué le premier anniversaire de la mort de papa. Damien et moi sommes allés sur sa tombe ensemble. Sur la pierre tombale est gravé, Étienne Dupont, père bien-aimé, l'amour fait la famille. Nous avons déposé des fleurs fraîches, des roses jaunes, ses préférées, et nous sommes restés là en silence confortable. Il aurait adoré ça, dit doucement Damien. Nous deux ensemble, sans drame. Oui, ai-je convenu. Il aurait adoré. Alors que nous retournions à nos voitures, Damien a mentionné qu'il voyait un thérapeute pour surmonter tout ça. Elle dit que j'ai été émotionnellement abusé, dit-il. Que maman m'a utilisé comme une arme contre Étienne. Je commence à le voir maintenant. Papa le voyait à l'époque, ai-je répondu. C'est pourquoi il n'a jamais abandonné l'espoir pour toi. Il n'a jamais abandonné l'espoir pour aucun de nous deux, a corrigé Damien. Et il avait raison. Vivienne n'a jamais contesté le testament. Cet enregistrement de sécurité que papa a mentionné devait être particulièrement accablant. Nous n'avons plus eu de ses nouvelles depuis son départ, bien que Damien ait reçu une carte d'anniversaire sans adresse de retour et un chèque qu'il n'a jamais encaissé. Maître Leclerc gère toujours les affaires juridiques des magasins. Le mois dernier, il m'a dit que papa avait laissé une autre lettre, à ouvrir au 5e anniversaire de sa mort. Il a dit, vous serez prêts. Puis, Maître Leclerc a précisé, vous deux, car votre père pensait à tout. Même dans la mort, il nous protège encore, nous enseigne encore, nous montre encore que l'amour fait la famille. Parfois, les histoires d'amour les plus profondes ne sont pas romantiques. Elles se tissent entre un père et les enfants qu'il a choisi d'aimer, peu importe ce que dit un test ADN. Papa l'a prouvé chaque jour de ma vie, et même la mort n'a pas pu l'empêcher de me protéger une dernière fois. Les quincailleries sentent toujours l'assur et le métal, la possibilité et le travail acharné. Mais maintenant, elles sentent aussi l'espoir, les secondes chances, la famille que l'on choisit plutôt que celle où l'on est simplement. Damien et moi construisons quelque chose de nouveau sur les fondations que papa nous a laissées. Pas seulement une entreprise, mais une vraie relation, le genre de relation que papa a toujours espéré que nous aurions. C'est le véritable héritage de papa. Pas les magasins, ni l'argent, ni les propriétés. C'est la leçon que la famille n'est pas une question de sang. C'est choisir d'aimer, choisir de rester, choisir de se protéger les uns les autres même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et quelque part, d'une manière ou d'une autre,
Je sais que papa nous regarde. Fier que ses enfants, tous les deux, aient enfin compris.